Ernest, maintenant. Selon mes recherches sur Internet, je crois que les deux premiers enfants de Jean-Baptiste sont nés aux États-Unis. Ernest est né À Rougemont. à Rougemont. Dans mes affaires, j'ai le curé qui a signé, qui a signé, puis c'était en cette paroisse, puis c'est le livre de Rougemont. As-tu le nom du curé? T'as pas Arsène Nadeau, hein? Tantôt, dans mon ordinateur, là, je vais te le montrer. Ouais. Parce que c'est des écritures à la plume, pas facile à lire. Mais tantôt, tu as mentionné des noms, Elzéar Jaudoin, des noms qu'on est capable de voir. Donc, document officiel, en haut à gauche, 1904, Rougemont, paroisse de Saint-Michel à Rouville. Je vous amène dans le coin ici. Ici dans la marge, Jaudoin, Joseph Ernest. Alors, le 28 septembre 1904, nous, prêtres curés sous-signés, avons baptisé Joseph Ernest, garçon né la veille, du légitime mariage de Jean-Baptiste Jaudoin, cultivateur, et de Delvina Tétrault de la paroisse, parrain Antoine Tétrault, marraine Philomène Ducharme, grand-père et grand-mère de l'enfant. Sous-signé ainsi que le prêtre présent, lecture faite, Philomène Duchesne, Antoine Tétrault et Jean-Baptiste Jaudoin. Le prêtre peut être Arthur Kirouac. Je peux lire Kirouac parce que Cécile en a parlé plus tard dans l'entrevue. Donc, Ernest, né à Rougemont, son niveau d'éducation, il est allé à l'école de rang aussi? Il est allé à l'école de rang, puis après ça, il a été au collège à Saint-Césaire, au collège commercial, là. Okay. Mais il n'a pas été longtemps, parce qu'il n'était pas fort sur les études. Hein. Puis il n'a même pas fini une année. Je ne sais pas s'il avait fait une année complète, puis c'est sa deuxième année qu'il n'a pas fini, mais en tout cas, je sais qu'il y a une année qu'il n'a pas fini, puis c'était dans les sucres, quand il a laissé. Puis il a dit à son père, il dit, je savais mieux d'aller vous aider à aller travailler au sucre plutôt que les collèges, je sais. Mon grand-père, il dit, pense-y comme il faut, là, puis il dit, fais comme tu veux. Fait que là, il dit, je m'en vais avec vous. Puis, dans son hommage aussi, là, on en parle. Okay. Il dit par orgueil, il disait rien, mais il était bien, il regrette. Parce qu'il ne pas ça dur, il travaillait au sucre. Ben oui. Donc, il fait son adolescence avec Jean-Baptiste et tout ça. La rencontre avec Alice Brun, est-ce qu'on sait comment ils se sont rencontrés? Il y avait eu une veillée en quelque part dans Grande-Caroline. Puis papa et maman ne se connaissaient pas. Puis elle était venue là avec son frère, maman. Elle était venue là avec son frère. Puis c'était des danses carrées qu'il y avait dans ce temps-là. Puis ils se sont connus. Ils se sont vus là. OK. À confirmer, est-ce que Alice a été maîtresse d'école? Ah oui, 3 ans. 3 ans. C'est pas toi qu'on est allé voir? On est allé, oui. Je voulais confirmer. Ah oui. Juste m'assurer que dans mes souvenirs, je n'étais pas mêlé un peu. Là. OK, donc Alice a été 3 ans maîtresse d'école. Enseignante, oui. Maman a fait ses études à Saint-Hyacinthe, à l'École normale des sœurs de présentation. OK. Puis elle a enseigné 3 ans. Le mariage a lieu en 1926. Selon mes archives, c'est Ferdinand Jaudoin qui les a mariés. Ah, ça, là, je ne peux pas dire. C'est bien possible. C'est la signature. Oui. Et Ferdinand, c'est le frère de Jean-Baptiste. Ça fait du sens que Jean-Baptiste invite son frère au mariage de son fils. Peut-être unique. Peut-être. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Le 7 juillet 1926, il y avait un mariage double dans la famille Jaudoin. Tout à fait, ici, vous avez Ernest et Alice, mais sur la page précédente,
on a le mariage de sa sœur, la sœur d'Ernest, Rosanna Jaudoin, avec Joseph Beauregard, le papa Jean-Baptiste, et la famille. On a Ferdinand Jaudoin, qui est le prêtre, le frère de Jean-Baptiste. Ici, on a Philippe Jaudoin, qui était aussi prêtre. Et tantôt, Cécile a mentionné le curé Nadeau. Eh bien, il était là. Donc, on a aussi les signatures. Alors, on ne fera pas la lecture de tout ça. Ce que ça dit, on identifie tout le monde, parents, père, mère et tout ça. On signale que la publication des bans a été faite dans les normes. On signale qu'il n'y a aucune opposition. Et donc, le 7 juillet, eh bien, on se marie en présence de parents et amis. Et vous avez ici les signatures de Alice, de Ernest, d'Elzéar, qui est le frère de Jean-Baptiste, et encore une fois, les curés Jaudoin, ainsi que le curé Nadeau. On a là une photo de famille que je vous présente ici. Donc, c'est Rosanna avec M. Beauregard, et ici vous avez Ernest et Alice, Alphonsine Desnoyers si je ne me trompe pas, et parents et amis. Donc, le mariage double du 7 juillet. J'en arrive à la maison des Jaudoin. Jean-Baptiste avait la maison avec les chevaux, quand il est photographié avec les deux chevaux. La maison qui est en arrière, c'est sa maison. Oui. Est-ce que c'est cette maison-là que finalement Alice et Ernest ont habité? Ben, il avait été, mon grand-père l'avait rénové. Oui, je parle pas des rénovations, je fais juste parler de la... Oui, c'est la même maison, c'est encore la même maison qui est là. Habitée par les Jaudoin. Oui, puis elle a été rénovée, puis modifiée, mais c'est toujours la même base. OK, c'était une question que j'avais. Son commerce maintenant, Ernest, il y a des vergers ou un verger. C'est ça son métier, il n'est pas miculteur. Il n'a jamais fait d'autre chose. Okay. Tout à l'heure, on a passé un bout. Mon grand-père, là, mon grand-père, il allait vendre ses pommes à Chambly avec ses chevaux. Il attelait son cheval, parce que c'est une voiture simple, comme il appelait, là. Puis il mettait 8 barils de pommes dedans. À tous les matins, il montait, tous les matins ou tous les 2 matins, parce que là, quand même, qu'il les cueille, ces pommes-là. Puis il allait vendre ça de porte en porte à Chambly. Il y avait un petit commerce. C'était fait des clients comme ça. Un peu comme les laitiers. Dans le levage de papa, on raconte qu'un matin, papa il était allé avec lui. Puis en embarquant dans la voiture, son fond de pantalon s'est décousu. Mais il ne savait pas trop ce qui s'était passé, puis il n'a pas dit un mot. Ils sont en train d'aller à Chambly. Puis là, il faisait noir, comme ils sont partis, ils partaient de bonne heure, à 2-3 heures du matin, puis je suis rentré à Chambly avec des chevaux. Hein. Puis là, quand il est allé à Chambly, il faisait clair, puis il s'était aperçu que ses pantalons étaient décousus. Fait qu'il est resté assis dans la voiture, en tout cas, il se montait pas trop. Ça a été une petite journée. Ben oui. Donc, Ernest, le commerce des pommes, est-ce qu'il vend lui-même, je crois, au marché public de Montréal? Oh, Ma mère, elle m'a raconté ça. Il en vendait chez nous. Il y avait beaucoup de commerçants qui venaient en acheter. Puis il allait à Montréal. J'ai le souvenir que ma mère, j'ai déjà entendu ma mère raconter que quand Ernest allait avec Alice à Montréal, à l'occasion, il amenait 1 ou 2 enfants. Que pour les enfants, c'était comme une fête. Là. Ah, oui. Oui. Je me rappelle d'aller vendre des... Pourquoi il y avait des flamboises? Ma mère, elle disait que c'était comme une fête. Ah, oui. Je pense qu'elle y avait le droit de s'acheter comme une friandise qu'il n'y avait pas dans la région. Dans la région, là-bas, à Montréal, il y avait des... Ben, moi, je lui ai été vendre des framboises. On a eu des champs de framboises aussi. Papa, il en avait pas mal grand du temps. Puis le voisin en avait aussi. Puis tu sais, les framboises, il faut en cueillir en titi pour emmener le camion. Ben oui. Fait qu'ils mettaient les deux récoltes du voisin puis chez nous ensemble. Puis ils allaient vendre ça ensemble. M. Bienvenu puis papa. Puis M. Bienvenu, il avait une petite fille de mon âge dans nos marches. Fait qu'ils ont décidé de nous amener. On avait parti vers minuit à peu près. Là.
Puis là, on était assis dans le camion en arrière, dans le rack, comme on appelait, là. On s'était rendu à Montréal, puis nos papas étaient en avant, sur l'avant des femmes. Puis on avait couché dehors. C'était toutes des expériences, là, bien spéciales. Oui. On doit être bien plus badreuses que utiles. En tout cas, rendu sur le matin, là, les commerçants sont bien arrivés. Là, on s'est réveillés, puis on ne savait plus où se mettre, là, parce que les jours, il y a des bois, puis des en tout cas, ça a été. C'était ça, la vie de cultivateur, l'initiation. Oui, tout à fait. Je continue dans la famille. Est-ce qu'Ernest et Alice ont perdu des enfants? Ernest et maman, là. Papa et maman, oui. Il a perdu André, le plus vieux. Puis après ça, il y a eu Philippe, là, qui, quand l'année de mon grand-père est mort, il est mort au mois de décembre, puis maman avait accouché au mois de février. C'est lui qui est mort. On parlait d'André, qui est mort, le plus vieux chez nous, là. Il est mort le jour des noces de diamant de Damas et puis Claudine. Ma mère a fait garder André par sa mère, ma grand-mère Brin. Puis quand ils sont venus le soir, il était mort. C'est des méchantes journées. OK. Parce que ma mère, moi, j'ai jamais connu Alice. Moi, je suis né en 1968, puis Alice est décédée en 69. Mais ma mère, elle m'a dit que Alice, elle m'a déjà tenue dans ses bras. J'étais bébé. Mais ma mère, elle m'a dit que Alice, elle me regardait, puis je pleurais. Puis Alice a regardé ma mère, puis elle a dit « Il a faim, donne-y à manger ». Puis ma mère, elle s'est toujours demandé si les enfants perdus de Alice, s'il n'y en a pas un qui n'était pas mort de faim. Le plus vieux. Parce que la première... il y a un enfant qui est mort de faim. Le plus vieux, bien, comme maman nous disait toujours, parce qu'à ce moment-là, les femmes, y allaitaient le bébé. Puis c'est mon grand-père qui était propriétaire, là, puis lui, probablement, ça peut arriver que ses enfants ont peut-être eu le même problème. Parce que mon grand-père, c'était un homme qui avait bon appétit, puis il mangeait du gros lard, puis il achetait un rôti de lard quand il y avait de la visite, mais quand il n'y avait pas de visite, c'était du lard blanc, là, tu sais, du lard gras, là. Oui. Puis maman n'était pas capable de manger ça, c'est dans scène de oui. Et puis elle dit, je mangeais des patates puis du beurre. C'est pas pareil, tu sais, à manger. Mais c'était pas une nourriture pour une femme qui allaite un bébé. Hein. Puis elle a toujours pensé que son petit bébé était mort de faim. Ben, elle n'avait pas de lait. Puis il y avait un vieux médecin qui restait chez les Oblas, dans le temps. Là. Et puis, il venait chez nous, puis il disait, il va mourir, votre petit bébé. Puis moi, j'étais partie pareil. Hein. Puis il dit, je vais aller à Montréal, puis je vais vous apporter qu'est-ce qu'il faut. Puis il avait apporté de la peptonine, j'ai encore le nom. C'était une poudre blanche que maman délayait. C'était peut-être du lait en poudre. Ah oui. Et puis elle délayait ça, puis elle donnait ça. Puis c'est avec ça qu'ils m'ont réchappé. Mais l'autre, il n'avait pas eu de ça. Comment c'était vivre dans la famille Jaudoin? Un paquet de gars, puis un paquet de filles, puis un père qui est cultivateur, puis une maman à la maison. On était très heureux. Oui. C'est plus facile de les éduquer. Ils s'éduquent entre eux autres. Là. Oui. Tu sais, il y a une vie là, que tu n'as pas le choix de passer à côté, c'est ça. Est-ce que dans la famille Jaudoin, il y avait des tannants qui avaient besoin d'être remis à leur place? Ça, pas rien d'excessif. Mais quand tu élèves des enfants, c'est comme avoir un jardin. Il faut que tu oui. Faut y voir tout le temps. Mais c'est pas... Si tu y vois tout le temps, là,
très facile. Ah, OK. Mais si tu laisses faire trop longtemps, les mauvais pieds, ça OK. s'accentue. Je vais être plus précis. Je me souviens d'avoir entendu ma mère parler de course de voiture. Peut-être être Denis ou Louis? Ça peut arriver, mais moi, là, j'ai jamais eu connaissance de ça. OK. Parce que moi, j'étais la plus vieille, j'étais pris à la maison, à la job, là. Ouais. Puis Hélène, elle était plus jeune, elle a probablement vu ça. OK. Ça peut arriver. Non, ben... ça peut arriver, mais ça me servait pour rendre la peau. Avant les voitures, les jeunes gens, ils faisaient des courses de chevaux. Ah ouais. Puis il y a même des villes, des villages qui étaient obligés de faire des règlements sur la conduite des chevaux en ville parce que... Il y avait des abus. C'est ça. Fait que moi, j'ai le souvenir de ma mère, mais elle disait, mais moi, mes oncles, je les ai pas beaucoup connus parce qu'on habitait loin. Ça a pris plusieurs décès pour les voir à répétition, pour être capable de mettre un nom, puis à un moment donné, de rassembler les petits morceaux que j'ai ensemble. Mais elle me disait, je pense, c'est lequel des gars, des garçons, qui des fois, ils se sauvaient parce que Ernest était fâché après lui? Moi, j'ai pas vu comme ça. OK. Je sais que des fois, il y a eu des mauvais moments. Pas par moment, ils ont eu de l'ouvrage à faire. Il y avait un grand jardin, comme je te disais tout à l'heure, puis que là, il y en sortait souvent. C'est sûr, mais te donner les détails de même. Comme ça, toi, c'est pas plus. Je sais pas si il n'y a pas de parler. Non, c'est correct. C'est correct. OK, les enfants vieillissent un peu. Il y a des. Ben là, je le dis comme ça, là. Il y a des garçons qui viennent voir les filles Jaudoin. Les parents Jaudoin, ils ont-tu un œil là-dessus? Maman était elle avait été élevée très sévèrement. OK. Puis elle continuait comme elle avait été initiée, là. OK. Puis disons que moi j'étais la plus vieille, puis après ça, il y avait 5 garçons. Ouais. Puis quand l'autre, là, il y avait 3-4 filles de suite, là. Puis tu sais, quand t'es tout seul, là, t'as pas grand pogne, hein? Ouais. T'as pas grand chance, là, puis t'as pas rien pour te seconder, te secourir. Fait que j'étais très docile, puis très obéissante, Okay. je faisais comme maman voulait, puis bon. Mais quand l'autre gars est arrivé, là, Françoise, Jeanne d'Arc, Hélène, Geneviève, là, c'était plus pareil. C'était vraiment plus pareil. Une surprise, une fois, je vais avoir des noces, qui étaient à aux noces, ils savaient danser, eux autres. Et moi, je n'avais jamais eu le droit d'aller dans une salle de danse. Je dis, mon Dieu, puis aller au couvent. J'ai dit à maman, j'ai dit, c'est une salle qui nous montre ça. Ah oui. Maman, elle n'aimait pas ça, tu sais, mais elle dit, des fois, ça change. Oui. Elle s'était résignée un peu, parce qu'elle avait quasiment plus le choix. Dans les choses que moi je me souviens, Ernest jouait un peu de violon. Est-ce que tu sais comment ça a commencé, son violon? Il y avait un goût peut-être pour la musique, puis il y avait un ami, M. Lostigny Silva, un ami, un garçon de Rougemont, qui jouait du violon, puis il avait montré, puis là, ils jouaient tous les deux ensemble. Okay. Comme ça que ça... Un petit loisir. Ben oui. J'ai des souvenirs dans le temps qu'Ernest faisait des soirées du jour de l'an dans l'école du village. Je me souviens que des fois, il sortait du cidre, une bouteille de cidre. Puis le souvenir que j'en ai, c'est ma mère, elle disait, il n'est pas bon cette année. Sais-tu si Ernest essayait de... Mon grand-père en avait fait du cidre souvent. Okay. Puis c'était toujours... comment je te dis ça, dans le domaine de la recherche. Okay. Il n'était pas expérimenté du tout. Là. Il essayait des choses. Parce que mon grand-père, tu sais, le vieux médecin que je te disais tout à l'heure, c'était un vieux français, ça. Okay. Puis lui, il venait chez mon grand-père, il disait, vous devriez faire du cidre, c'est bon, puis c'est ça. À force de s'en faire parler, il a enseigné. Mais il mettait ça, là, puis il faisait un peu comme le français, il disait. Puis il mettait du sucre là-dedans, puis il partait travailler, puis j'en occupais plus.
Puis je restais là, puis c'était pas bon, c'était pas nourri assez. OK, je sais pas OK. quoi. Oh, oui. Puis à un moment donné, une fois, il y avait cette herbalitine, puis quand le Français il a dit de mettre du sucre, il a mis du sucre, puis il l'a laissé faire. Puis là, l'été a passé, puis ça a fermenté. Puis le Français dit, avez-vous goûté à votre sucre? Oh, ben mon grand-père, j'ai pu vous penser. Ben, il dit, on va y goûter. Puis mon grand-père, il dit, c'était assez bon. Il dit, tout le sucre avait fondu, puis ça avait fermenté. Puis, oh, il était... Puis mon oncle Ferdinand, qui était prêtre, qui avait une servante, puis quand chaque fois qu'il venait se promener, il amenait la servante. Il fait faire un tour. Puis elle aimait ça du cidre. Puis ça, c'est pas une boisson qu'on se saoule avec ça du cidre, mais quand tu es assis, tu peux plus te lever. Tu as les jambes mortes, ça ne tombe pas dans la bombe, ça tombe dans les jambes. Puis quand t'en as pas partir, t'es plus capable de se lever. Puis tu sais, mon grand-père, dans ce temps-là, les cérémonies n'étaient pas longues. On avait pris une pinte à lait, en vite, puis elle a enflé la pinte de lait, mais là, je suis à table, puis il a dans des verres. Oui. Puis elle a dit, c'est pas ça. Alice et ses talents, quand je suis venu il y a quelques années, tu m'as montré le collet en frivolité que Alice a fait. Est-ce que Alice, est-ce qu'elle était douée pour ça? Ben, en fait, je veux dire... Elle est très habile, puis elle est très appliquée. Tu sais, quand elle faisait quelque chose, elle aimait ça que ce soit beau, fini, là. Puis elle faisait des courtes pointes. C'est elle qui m'a appris bien des choses, maman. Est-ce que la famille Brun avait un peu d'argent? Oh non, ma grand-mère était pauvre. Elle était vraiment pauvre, mais ma grand-mère était très habile aussi. Maman, une fois, je me rappelle, je voulais me faire un manteau. Puis maman dit, tu sais, chez nous, il y avait bien du brouhaha, tout le gang, puis notre maison n'était pas grande. Maman dit, prends tes affaires, là, puis elle dit, va-t'en chez ma mère, là, puis elle dit, va faire ton manteau là-bas. Parce qu'elle dit, elle, là, quand elle est rendue au collège, là, elle dit, elle va te cramper ça, il y a personne, elle dit, elle va te cramper ça comme il faut. Tu sais, le collègue qui fait bien, là, elle avait le tour de faire ça. Elle était très habile. J'ai une nappe de lin ici qu'elle a filé, qu'elle a tissé, qu'elle a brodé. Tu la vois tout à l'heure, elle était venue à bout de filer son lin. C'est pas facile, je trouve de la laine, mais j'ai jamais filé du lin. Puis après ça, elle avait le goût de ça. Elle aimait ça, c'est ça. Oui, parce que quand même que tu es habile, si tu n'aimes pas faire une sorte d'affaire, t'en pas beaucoup. Mais ma grand-mère, elle aimait mettre une petite touche. Là. Ah, puis c'est rustique, sa broderie, mais c'est super beau. Moi, je trouve ça très beau. Oui. Parce que dans les choses que tu nous avais montrées, souvent, tu l'avais dit, que souvent les femmes, ils achetaient ou ils fabriquaient un peu ce qu'ils aimaient, mais ils l'embellissaient avec le talent personnel. C'est ça, exactement. OK. J'avance encore un petit peu dans le temps. J'ai entendu Louis m'expliquer, mais pas rapidement, que les gars Jodoin, Ernest, ils achetaient des vergers ou des terres pour eux autres. Mais que quand, mettons, je parle de Louis, quand Louis s'est marié, Louis rachetait la terre. Ça a tout été comme ça. Non. Puis comme il y avait 5 garçons de suite, là, il y en avait plus que ça, mais ça aurait pris une fortune pour les établir. Il achetait le verger, là, et puis après ça, il y avait le crédit agricole qui s'installait. Puis là, ben, il ne devait plus d'argent à papa. Les garçons, ils devaient ça au gouvernement. Il y avait pour payer ça. Comme un prêt hypothécaire. C'est ça. OK. Donc, Ernest, il finançait le départ. Le départ. Mais après ça, OK. Ou même que le départ, là, il ne payait peut-être pas lui-même. Mais vu que papa était là, tu sais, ça donnait un coup de main. OK. Ça va. OK. Est-ce qu'il y a des garçons Jodoin qui n'ont pas été pomiculteurs? Juste Bernard. Bernard, parce que lui, il a fait des études, mais il a resté dans les pommes pareil, tu sais. La cidrobec. Ça a commencé, quoi. OK. Ça a viré en 20. Mais il a toujours été dans le domaine. Oui, quand même, OK. Je sais pas si tu sais, mais quand on se rencontrait chez papa, là, les beaux-frères, puis les frères, puis
Parce que moi, j'avais un mari pomiculteur, Françoise aussi. Ça parlait de pommes. Ben oui, ben oui. Il y en a qui trouvaient ça plate. Bernadette puis Hélène, là. Ouais. Ils faisaient, voyons, on n'a pas le coup des pommes. Ouais. Non, je comprends. C'est... mais je m'en souviens un peu, moi, quand on allait au manoir, là, j'étais petit garçon, là, je me souviens de ça, là, les réunions dans la cuisine et tout. J'ai une histoire à confirmer. Françoise, quand elle s'est acheté sa première voiture, est-ce que Alice aurait dit « Ah ben là, très fière de sa fille, puis sont allés se promener en voiture? » Elle pouvait être très fière, je sais pas, mais elle était pas mécontente. Okay. Mais oui, oh, elle a sûrement fait faire un tour. OK. Ouais. Et moi, là, j'en voulais bien, Françoise. Elle est venue chez nous, puis elle a cloué, ça disait, avec tout, elle fait un tour. Elle est partie avec mon mari, puis elle me laisse là. Parce que, OK, puis donc, c'est-tu Marcel Courtemanche qui était pomiculteur aussi? Oh, lui, non. Il venait de prendre sa job à la... Je ne sais pas s'il y avait une grève ou je ne sais pas quoi. Il travaillait dans une manufacture de prélage. OK. Et puis, il avait perdu son emploi, là. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Puis, il cherchait de l'ouvrage, tout ça. Puis moi, j'avais lu ça dans la terre de chez nous, un verger à vendre à Sainte-Cécile de Milton. Moi, je suis allée voir en français, j'ai dit ça. J'ai dit, c'était bon ça. Puis, eux autres, François, elle prenait s'asseoir un petit peu. En tout cas, elle était placée pour m'entendre parler. Ben oui. Puis, ils ont acheté le verger. Puis, ils ont parti là-dedans. OK. J'avais ça, justement. J'ai entendu à l'occasion ma mère dire Ernest, il s'impliquait soit au municipal ou en politique ou dans la caisse. Papa, il a été surtout à la cidrerie, là, la coopérative. OK. La coopérative. Ça, puis à part de ça, je pense que papa, il n'a pas été maire ou conseiller ou à la commission scolaire. Okay. Non. Il n'a pas fait ces choses. Non, pas ça. Mais la coopérative, oui. Ben, tu le mentionnes, puis je me souviens. Ouais. Ça sonne dans mes oreilles, oui, ça sonne quelque chose. Une autre histoire à vérifier. À la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que Ernest aurait caché quelqu'un dans la montagne? Pas... Ou dans la ça, là, ça a tout le temps été bien mystérieux, cette affaire-là. Okay. Je sais qu'il y avait une cachette dans la montagne. Okay. Puis les enfants de Jean l'ont trouvé aussi. Okay. Mais papa, il disait que les garçons qui étaient cachés, ils venaient le soir proche de la maison, puis ils lui donnaient de quoi manger, c'est pour qu'il... OK. Il ne les cachait pas, mais il savait... Il lui donnait, il lui aidait. OK. Mais c'était pas vraiment leur protégé, disons. Oui, OK. Je ne sais pas s'ils connaissaient vraiment ces gars-là. Papa, il était très discret là-dessus. OK. Ben, tu sais, c'était quasiment aussi bien, pas que ces garçons-là soient pris en défaut. Oui, mais la police les cherchait. Là. Ouais. OK. Mais il n'y avait pas, moi, je n'ai pas eu grand détail de cette affaire-là. OK. Mais... Oh, il y a une cachette dans la montagne, je sais qu'ils peuvent... En 1969, c'est le décès de Alice Ernest, si je sais compter, à 65 ans. Alice, elle est décédée de quoi? Moi, c'est un cancer au cerveau. Cancer au cerveau, OK. Est-ce que le cancer a duré longtemps? Alors non, elle a commencé à se sentir... Le moment où elle a commencé, là, elle a été opérée pour un goitre. OK. 13, je ne sais plus quelle année, mais 13 ans avant son décès. Puis Réal Messier, qui était le médecin, il avait été voir son dossier, puis il paraît que c'était déjà cancéreux. Mais il avait tout nettoyé, puis il n'avait pas dit un mot à mon mère, elle ne savait pas. Puis au bout de 13 ans, là, elle s'est mise à avoir des problèmes. Comme elle disait, j'étais après à laver ma vaisselle, puis elle dit quand j'arrivais pour la mettre dans les boutoirs, là, elle dit, je n'étais jamais capable de le verser où. Elle dit, je cassais mes tâches, je cassais mes ailes. Ben non, elle a dit, maman, c'est le bon temps de vous débarrasser de ceux que vous n'aimez pas. Il avait dit ça pour rire, mais c'était pas drôle. Là. Ben oui. Et puis là, puis ça, c'était à peu près, c'était à l'automne, tard, là. Mettons, ça aurait été au mois d'octobre, septembre, octobre, novembre plutôt.
Puis à ce temps-là, puis elle est morte au mois de janvier. OK. Ça n'a pas été très longtemps. Ça n'a pas été là. long, ouais. OK. Ernest avait 65 ans. Il est né en 1904. Elle est décédée en 69. Comme je disais, moi, j'ai jamais connu Alice. Je sais que ma mère m'a dit qu'elle m'a tenu une fois. Mais cependant, j'ai connu Thérèse, que j'appelais ma tante Thérèse. Ouais. Bon, Ernest s'est remarié. C'est peut-être délicat, j'en ai aucune idée. Mais est-ce qu'on sait pourquoi il s'est remarié? Est-ce que... Papa, il était capable de vivre seul. Non, Papa, pour la première des choses, parce que papa, là, une femme, pour lui, on avait dit que c'était la cuisinière. Ouais. Ce qui était pour beaucoup à l'époque, là. Ouais. Pour les... Souvent, là, il y a... Puis, papa tout seul, là, Ça marchait on pas, arrivait là, il faisait le 8 heures le soir, puis il était assis dans sa chaise, il n'y avait pas souper. Tu sais, c'était vraiment... On n'a pas été enthousiasmés de son choix, mais il avait besoin de quelqu'un. Oui, OK. C'était comme un mariage de raison, un mariage d'affaires? Ben, pour commencer, ça pouvait être dans les premières années, ça a bien été, là, ben, il avait l'air heureux tous les deux. Okay. Mais à un moment donné, elle vieillissait aussi. Oui. Hein? Puis on était quand même la même gang. Hein? Puis quand on arrivait, là, on allait voir papa, c'était comme normal et naturel. Puis on n'était plus des bébés là, qui reviennent la maison à l'envers. Mais mon Dieu que ça l'énervait. Elle était de tempérament assez nerveux. Là. OK. Ah, ça l'énervait, puis ça la dérangeait. Ça l'a pu, OK. En tout cas. Oui. C'était pas facile, c'était pas drôle. Moi, ma mère, elle m'a dit que quand il partait de les civils avec moi, puis qu'on arrivait au manoir, là, ma tante Thérèse, elle disait son lit est prêt, vous pouvez aller le coucher. Moi, je venais de dormir 2 heures dans l'auto. Puis ma mère, elle disait on allait te mettre dans la bassinette, on se sentait comme obligé. Puis moi, j'étais en haut, dans la bassinette, puis sur le mur, je regarderais un portrait. C'était la photo de qui? La photo de Jean-Baptiste. Ah oui? Ouais. Ah oui? Ouais. J'étais comme hypnotisé par cette photo-là. Oui. Puis quand moi j'étais petit, quand ma mère à la maison disait aujourd'hui on mange du bœuf, c'était jamais une bonne nouvelle. J'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Puis quand on arrivait chez ma tante Thérèse, son bœuf, il était bon. Puis là, je disais à ma mère, c'est comme ça que je veux que tu fasses le bœuf. Je veux que tu fasses du bœuf comme ma tante Thérèse. Thérèse, elle disait, je vais te donner la recette, pas de soin, pas de soin. Fait que ma mère, on venait chez nous, une semaine après, elle dit, j'ai fait du bœuf comme ma tante Thérèse. Non, c'est pas bon. Oh, tu disais ça par politesse au village, quoi? Non, c'était vraiment bon. Oui, c'était bon. Ma mère, son bœuf, il était comme sec. Tandis que Thérèse, toute la viande était juteuse. Là, puis, à un moment donné, elle l'a réussi. J'ai dit, bon, OK, donc, remariage. Mais quand même, quand Ernest s'est remarié, il n'y avait plus personne à la maison. Non. Tout le monde était parti. Il y avait je ne sais pas s'il n'y avait pas Bernard qui n'était pas marié, mais il était aux études de Montréal, puis il n'était pas souvent à la maison. Oui. Mais je ne me rappelle plus, là. Le manoir, à partir de quand ce manoir-là rentre dans la famille ou a fait qu'Ernest il l'achète? Je n'étais pas mariée, moi, à ce moment-là. Je me rappelle, j'étais après faire le grand ménage en haut dans la maison. On était chez papa, là.
Il était revenu du village, puis il avait su que c'était à vendre. C'était un monsieur qui avait des pensionnaires. Là. OK. Puis il était à vendre, puis je pense qu'il était en mauvaise affaire. Tu sais, les finances manquaient, là, je sais pas quoi. Puis en tout cas, puis papa, il dit à un moment, il dit, ça te tente-tu? Il dit, on va acheter ça. Puis c'était assez, ouais. Oui. Puis c'était assez avant, puis c'était pas cher. Le prix qu'il demandait, c'était avantageux. Puis finalement, maman a dit, ouais, tu sais, elle avait accepté ça. Puis il l'a acheté à ce temps-là. Puis là, il louait ça il y avait plusieurs, c'était grand cette affaire-là. Oui. Puis il y avait quelques logis là-dedans. Puis il y avait l'air à s'en tirer pas pire. Tu sais, moi, dans ce temps-là, j'étais à la maison, mais moi, les affaires de papa puis de maman, là, je m'arrêtais pas. Papa me disait, ça me coûte 4000 pièces de taxes. Fait que tu sais, quand tu as payé des taxes, le surplus, il est quasiment tout passé. Il ne peut pas faire des rénovations. Puis, en tout cas, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais... Puis, est-ce que le manoir, en fait, ma question, c'est quand est-ce que Ernest a arrêté, ou qui a pris sa retraite, ou qui a arrêté d'être pomiculteur? Ça correspond-tu avec l'achat du manoir? Oh non, non, parce qu'il a été plusieurs années loué, là. Okay. C'est quand Raymond s'est marié, il a vendu le verger à Raymond. Okay. Puis là, ils sont allés rester au village. Là. OK. Puis ça, c'était comme la fin. La fin, oui. La fin de son métier. Il a arrêté de... Ouais. C'était la fin de la pomiculture. Oui, pour lui. Pas de la pomiculture, parce qu'il a toujours resté très intéressé à ça. Puis, oui. Ouais. Ben, moi, je me suis... Ben là, il devait être retraité, parce que moi, je suis né en 68. Il avait déjà 65 ans et... 65. Moi, là, j'avais pas connaissance. Ça veut dire que quand, mettons, j'avais 5 ans, Ernest en avait déjà 70. Il n'était plus pomiculteur. Mais moi, je me souviens de l'avoir entendu jouer un petit peu de violon. Puis je me souviens aussi qu'il a passé sur la page couverture d'un magazine. Ah, oui. Puis il y avait une pomme, c'était écrit dans la pomme Rougemont. Oui. Ouais. Ça, je me souviens. Ça, c'est Jeanne d'Arc qui avait découpé des lettres, là. Ouais. Puis il avait collé ça sur la pomme. J'ai une photo de ça en bas. Là. OK. Fait que tu vois, je me souviens, il y a des détails comme ça que je me souviens. Bon, je crois que c'était en 91 ou en 93, Ernest, il décède. Il décède de quoi? Est-ce qu'on le sait? Papa je pense qu'il était usé. Oui. C'était quasiment le mot le plus qu'il comprenait tout. Mais il y avait du cancer, parce que le docteur avait dit à mes frères, il dit, on va-tu aider? Ils ont dit, dis pas, ça ne changera rien. Puis lui, s'il pense qu'il a un cancer, il va mourir demain matin. Papa, il avait tellement peur de ça, cette affaire-là. Puis là, en ne sachant pas, ça ne change rien. Là, il était rendu à la fin. Le docteur avait dit, on va laisser ça de même. Hommage à Ernest Jaudoin. Au mois de septembre 1904, naissait un futur pomiculteur dans la petite Caroline à Rougemont. Ne pesant que 3 livres à sa naissance, c'est dire que les premiers mois furent très critiques. Ça, c'est des faits, là. Oui. OK. On m'a raconté que notre grand-père, lorsqu'on parle d'Amos... C'est Jean-Baptiste, là. OK. Pour Jean-Baptiste. Pour réchapper son unique fils, l'avait tout simplement installé dans une boîte à chaussures de carton, en carton, qu'elle plaçait devant la fenêtre au soleil du midi et près de la porte du fourneau quand le soleil baissait. Ses jeunes années furent difficiles, mais avec beaucoup d'ingéniosité, notre grand-père réussissait à lui faire avaler des remèdes que le médecin lui-même disait imbuvables. À chaque cuillerée de remède, il avait droit à 2 pétards. Oui, il avait acheté un fusil à pétards, puis il avait droit à 2 pétards par cul. C'est d'ailleurs à cette époque que papa est devenu un excellent tireur de fusil à pétards. Et la santé revint. Avec ses 2 sœurs, il fréquenta plus tard l'école numéro 2 de la Grande Caroline sous la direction de mademoiselle Charon. On a tous les détails, là. Il poursuivit ensuite des études commerciales au collège de Saint-Césaire.
Cependant, au milieu de sa 2e année, il réussit à convaincre son père qu'il serait bien mieux de rester avec lui pour l'aider à faire les sucres. Après une demi-journée à faire la tournée des 3 pieds d'épais de neige, il commença à regretter le collège, mais trop orgueilleux pour l'avouer, comme tous les garçons de 16 ans, il dissimula ses regrets et poursuivit son travail. Durant ces années de jeunesse, il n'y avait pas beaucoup de distractions, et c'est alors que papa apprit à jouer du violon de son ami Silva Ostigui. Style violonneux sûrement, mais ce passe-temps fait encore partie de ses distractions. Son père, Jean-Baptiste, possédait déjà un verger et papa fit avec lui ses premières armes de pomiculteur. Il allait vendre ses pommes duchesses et fameuses à Chambly et en voiture, s'il vous plaît. Ouais, les fameuses, moi je me souviens d'avoir entendu ça. Ben oui. C'est ainsi qu'un matin, en embarquant dans la voiture, il accrocha son pantalon comme il faisait encore sombre et il ne s'est aperçu des dégâts que rendus à Chambly. Il fut obligé de passer la journée assis dans la voiture et ce fut un très petit marché. Et la vie continue. En 1926, il épouse Alice Brun, qui occupait alors le poste de maîtresse d'école dans le rang du Cordon à Saint-Damas. La petite école existe encore d'ailleurs. De cette union naquit 15 enfants. La famille compte maintenant 114 descendants vivants, 12 enfants, 49 petits-enfants et 53 arrière-petits-enfants. Et si tout va comme prévu, 8 nouveaux petits-enfants au printemps. Ça fait évidemment de très beaux jours de l'an. Il y en a bien plus que ça. Oui. Homme, Je crois qu'à ses funérailles, le curé avait dit qu'il était rendu à 93 arrière-petits-enfants. Oh, mais il y en a bien plus que ça. Ah, ouais. Parce que Paul, il y a toute une famille. Rien qu'à lui, là, c'est beaucoup. Ouais. Fidèle à la tradition de pomiculteur du père et du grand-père, plusieurs membres de la famille exploitent aujourd'hui des vergers qui sont principalement situés autour de la montagne de Rougemont et qui comptent environ 75 000 pommiers. Papa a beaucoup travaillé et à l'époque où nous allions à l'école, nous passions des journées entières sans le voir puisqu'il devait quitter la maison très tôt pour aller vendre ses pommes au marché. Dans ses jeunes années de ménage, il coupait la glace sur le lac des Pères Oblats, qu'on appelait alors le lac de Jacob, un petit supplément pour bien nourrir la famille grandissante. Ça a été des belles années pour papa, il aimait bien ça. Okay. Notre grand-père aussi, je voulais te rajouter ça, il a travaillé ils ont fait une ligne de chemin de fer autrefois, il y avait une ligne de chemin de fer. Puis mon grand-père, il avait appris l'anglais quand il avait été aux États-Unis. Puis il était bilingue. Et puis il travaillait pour sur la traque, comme il disait. Puis un jour, le boss avait demandé l'heure. Puis mon grand-père, il a dit l'heure en anglais. Oh, il dit, tu parles anglais, toi, ben, viens ici. Puis là, bon, mon grand-père était aux petits oignons avec lui. Là, ça avait été un plus. À chaque automne, après la première gelée, papa aimait bien aller aux noix. Très tôt le dimanche matin, avant la basse-messe, il partait à la montagne et avec ses grappins réussissait à monter dans les noyers qu'il secouait pour récolter les noix. Je me souviens l'avoir vu revenir avec une pleine poche de noix qu'il a soigneusement étendue dans le haut du hangar pour les faire sécher. Un peu de noix avec son excellente recette de sucre à la crème, il y avait tout ce qu'il fallait pour satisfaire son petit côté gourmand. Est-ce que Ernest était sucré? Oh. Oui. On est tous des sucrés. OK. Chez les Dubuc aussi. Oui, à une certaine époque, papa a participé à l'organisation des retraites fermées et avec ses amis dominicains, il parcourait la paroisse pour recruter des retraitants. Le midi, c'était le gros festin avec les pères. Ils étaient une bonne douzaine à venir manger chez nous. Ça prenait tout un gros ragoût de boulettes et plusieurs tartes aux pommes, évidemment, pour nourrir la famille et les visiteurs, incluant le père Samson, qui est toujours demeuré un très grand ami de papa. Maintenant, âgé de 86 ans et en excellente santé, papa vit une très belle retraite avec Thérèse, sa deuxième épouse, qui, paraît-il, fait la meilleure soupe du village. Elle était bonne cuisinière, finalement, je pense. Hein? Moi, je dis, c'est moi qui ai composé ça, puis je n'ai jamais mangé de sa soupe. Elle ne m'a jamais invité. Oh. Mais il fait plaisir. Oui. À chaque matin, après la messe, c'est la partie de poule au Club de l'Arche d'Or. On dit qu'il se défend très bien et cela ne me surprend pas, car il a toujours aimé un peu la compétition.
Je me souviens de ces fameuses parties de dames avec le frère Ali chez les Hauts-Blancs, et pendant lesquelles il ne fallait pas faire de bruit pour ne pas déconcentrer le frère Ali. Oui, je me rappelle, il venait jouer chez nous, il venait jouer aux dames, puis il ne fallait pas parler, il ne fallait pas faire de bruit, parce que là, il jouait aux dames. Okay. Et c'est parti de croquet à Saint-Damas où papa avait le tour de gagner un petit 25 cents quand la partie était chaude. Ça énervait tout le monde et il gagnait à chaque fois. Aujourd'hui, il passe de bons moments avec ses amis de l'âge d'or et nous espérons qu'il en sera encore très longtemps. Ce soir, papa, nous, vos enfants, profitons de cette belle occasion pour vous dire que nous vous aimons beaucoup et que nous sommes bien chanceux d'avoir un papa comme vous. Février 1991. C'est le dépôt.